Salut et bienvenue dans Avocat, votre émission juridique, l'émission qui vous explique le droit de manière simple, accessible, facile, parce que tout le monde n'est pas juriste. Eh bien, on va tout vous dire en droit de la famille aujourd'hui, en droit social, en droit pénal, avec vos questions, les questions que vous nous adressez sur le www.avocat.net, également le site internet vaut pour le replay avec toutes les émissions. Si vous avez raté une émission, vous avez un thème qui vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site, consulter tous les thèmes et puis regarder les réponses de nos avocats et de nos avocates en particulier aujourd'hui, puisque nous avons 3 avocates qui nous ont rejoints. Tout d'abord notre amie Sandra Salvador, avocate au barreau de Pontoise, du Val d'Oise précisément. Bonjour Sandra. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va. Comment va Pontoise? Très bien. Pas trop froid? Je pense que c'est la saison. Nord de Paris, là-bas, Pontoise. Hein, mais bon. Oui, c'est la province. C'est la province pour nous, bien sûr. N'est-ce pas, ma chère Barbara Sivi, avocate au barreau de Paris? Nous sommes parisiens, nous on connaît que Paris, évidemment. Bien sûr. Comment ça va, Barbara? Paris et le reste du monde. Ben oui. Comment vont les délinquants? Très bien. Se portent bien, je crois. Se portent bien. Ah, très bien, il y en a plein. Bah, tant mieux, ça fait du travail pour les avocats en même temps. Hein. Ouais, c'est pour les victimes que c'est moins drôle. Et à côté de vous, ma chère Barbara, c'est Emmanuel Tibi, avocate au barreau de Paris en droit social. Bonjour, comment ça va? Très bien, Le droit du travail, ça par contre également, il y aura toujours des contentieux. toujours, oui, Ah oui. bah oui. On ne connaît pas la crise. Vous défendez le patron ou les employés? Les deux. Les deux. Oui. C'est bien, la parité. Allez, on va commencer avec Barbara, tiens, soyons fous. On va parler de droit pénal pour commencer cette émission. Et on va parler de garde à vue. On parle beaucoup de garde à vue, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions avec la réforme sur les gardes à vue, etc. Mais il y a une question intéressante à laquelle on ne pense pas forcément. Question de Bobby55, c'est son pseudo. Vous pouvez également poser des questions anonymes, il n'y a pas de problème avec un pseudo. Ai-je le droit de me taire si je suis placé en garde à vue? Vous êtes en garde à vue, vous ne voulez rien dire, vous ne voulez pas parler, comme dans les films. Est-ce qu'on a le droit de ne pas parler? Bonne question, Beau. Bonne question, hein? Très bonne question. Pour ceux qui regardent toutes les séries américaines, tout ça, ils savent que bon. Alors, le droit au silence, c'est un droit qui est consacré par notre Code de procédure pénale. C'est une garantie des droits de la défense. Le droit au silence intervient durant toutes les phases de la procédure pénale, du moment où vous êtes placé en garde à vue jusqu'au procès pénal, et plus particulièrement pendant la garde à vue. C'est votre droit de vous taire, de garder le silence et de ne pas répondre aux questions qui vous sont posées par les services de police. Vous n'êtes pas obligé de répondre. On peut dire je me tais. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors bien sûr, c'est un exercice qui est souvent difficile parce qu'il faut tenir. Le moment de la garde à vue n'est pas forcément un moment très agréable où on est soumis souvent aux pressions policières. Et souvent, mais en fonction, je dirais, en fonction du dossier, en fonction de la personnalité du délinquant, souvent je conseillerais de faire droit et faire usage de ce droit au silence. Pourquoi? Parce que même si effectivement il y a eu une réforme récente en 2011 sur la garde à vue qui a permis d'augmenter les droits, je dirais, du gardé à vue, puisque maintenant l'avocat peut intervenir et assister son client pendant les différents interrogatoires et les différentes auditions. Dès la première heure, très vite. Tout à fait. Alors, il peut intervenir dès la première heure. Bon, exception faite de certaines infractions, mais il peut intervenir à la première heure. Il a un entretien avec le gardé à vue. Et chose nouvelle, il peut effectivement assister son client pendant les interrogatoires. Mais je dirais que c'est une évolution qui est quelque peu limitée puisque, et c'est toujours le même débat, l'avocat n'a toujours pas accès au dossier pénal. On a simplement accès depuis la réforme simplement au procès verbal de notification des droits de la garde à vue, du procès verbal concernant le renouvellement de la garde à vue, le certificat médical. On ne connaît pas du tout quelles sont les pièces du dossier. Nous ne savons pas quels sont les éléments de l'enquête et souvent, dans des grosses affaires, il faut savoir que les services de police interviennent dans le cadre d'une enquête préliminaire. Donc je conseillerais, selon le cas, bien de ne rien dire parce que parfois certaines déclarations maladroites consignées dans un procès verbal peut suivre malheureusement la personne en cause du début de la garde à vue jusqu'au procès pénal. Mais j'avoue que c'est un exercice très difficile parce qu'il faut tenir sur la pression des services de police. La garde à vue n'est pas un moment forcément très agréable et ce droit au silence est d'autant plus préconisé parce que finalement l'avocat pendant la garde à vue fait une assistance quelque peu aveugle dans la mesure où, comme je vous le disais Yves, il n'a pas accès au dossier pénal. Voilà. Alors en tout cas, une qui ne va pas garder le silence, c'est votre voisine parce qu'on va poser une question, mais on retient que pour la garde à vue, on peut ne rien dire. C'est une bonne question, on n'est pas obligé de répondre aux questions et attendre que son avocat vienne et notamment
notamment avec ce dossier si important. Merci beaucoup, Barbara. À vos côtés, Emmanuel Tibi. Allez, Emmanuel, on va parler de droit du travail. Au travail, il faut parler quand même, parce que si vous dites rien à votre employeur, il ne va pas être content. Arthur, l'animateur ? Ah non, Arthur de Lyon, c'est pas le même. Un de mes salariés est en arrêt maladie depuis 5 mois. Quand même, bon. Est-ce que je peux le licencier pour ce motif-là, parce que ça fait 5 mois qu'il est en arrêt maladie ? Alors, est-ce que l'arrêt de maladie, c'est vraiment, ça protège même quand ça dure aussi longtemps ? Alors Arthur, oui, contrairement à ce que l'on peut penser, un salarié en arrêt de travail peut être licencié. Alors bien sûr... Déjà, première réponse. Voilà. Mais bien là, sûr. il est encore plus malade, là, il s'est pas remis. Là. Il est déjà pas bien. Là, vous nous avez achevé. Là. Il peut être licencié, mais bien sûr, la maladie n'est pas une cause de licenciement. Donc si le salarié est licencié en raison de son état de santé, eh bien, son licenciement sera nul et il pourra demander sa réintégration ou des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mais vous pouvez donc licencier un salarié en arrêt de travail pour un motif autre que son état de santé. Donc ce peut être le cas d'un licenciement économique ou d'un licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail. Si vous constatez également que pendant son arrêt de travail, votre salarié détourne de l'argent de l'entreprise, par exemple, ou se livre à une activité concurrente de la vôtre, eh bien dans ce cas, vous pourrez le licencier pour les fautes commises avant ou pendant son arrêt de travail. Autre motif de licenciement, si l'absence prolongée du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et oblige l'employeur à le remplacer à titre définitif par un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, vous pourrez également le licencier, mais il incombe à l'employeur, si vous voulez, de prouver les perturbations occasionnées au sein de l'entreprise et la nécessité dans laquelle il est placé pour le remplacer, à titre définitif par un CDI. C'est ce qu'impose la jurisprudence. Voilà, donc si vous voulez, les juges tiennent compte de plusieurs critères, notamment de la taille de l'entreprise et de la nature de l'activité de l'entreprise. Plus l'entreprise va être petite, évidemment, plus il sera difficile de faire sans. Voilà, de remplacer le salarié, puisque en fait, si vous voulez, il y aura plus de répercussions sur l'activité de l'entreprise. Plus l'entreprise est petite, plus il y a des répercussions sur l'activité de l'entreprise. Sur la société elle-même. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire la nuance entre licencier quelqu'un, pas parce qu'il est malade, mais pendant qu'il est malade, ça n'empêche pas de faire une procédure pour autre chose, ou alors parce qu'on doit tout organiser. Exactement, il faut quand même faire attention. Pas une protection absolue, c'est pas un bouclier. C'est pas une protection absolue, il faut quand même faire attention aux garanties d'emploi en un mot. La garantie d'emploi est prévue généralement dans la convention collective et elle peut protéger les salariés malades. Donc elle peut par exemple interdire à l'employeur d'engager une procédure de licenciement à l'encontre du salarié malade, par exemple, pendant les 6 premiers mois de l'arrêt maladie. Donc ce que je vous invite à faire, avant d'engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié malade, d'un salarié en arrêt de travail, c'est de consulter votre convention collective et de vérifier s'il existe une garantie d'emploi protégeant le salarié malade. Le bouclier de l'arrêt de maladie qui empêche donc l'employeur de licencier pendant une certaine durée. Exactement. Mais sinon, en tout cas, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. Je suis en arrêt de maladie, donc je suis intouchable. Il peut trouver que j'ai piqué dans la caisse, tout ça, mais si il me licencie, on va dire que c'est à cause de ça. Non, on peut le faire pour d'autres motifs. Merci beaucoup, ma chère Emmanuel Tibi, donc avocate en droit du travail à Paris. Et nous allons finir avec du droit familial parce que voilà, là, on a été en garde à vue, on s'est fait licencier, on était malade, il n'y a plus qu'à divorcer, comme ça, on l'a achevé totalement, notre ami. Alors, c'est qui est divorcé cette semaine? C'est Sandra de Créteil. Alors, ce n'est pas vraiment sur le divorce, c'est peut-être plutôt l'après-divorce, ou même pas de divorce tout court, parce qu'on peut se séparer avec un enfant sans divorcer. Le juge a fixé une pension alimentaire, mais mon ex ne la règle pas, le vilain. Quels sont mes recours quand la pension alimentaire n'est pas payée? Ce qui arrive tous les jours à des milliers de personnes. C'est vrai que dans le domaine, il y a toujours beaucoup de récalcitrants, nonobstant des jugements qui sont exécutoires et qui fixent des contributions ou des pensions alimentaires. Alors heureusement pour le créancier, on n'est pas complètement démuni face à ce genre d'attitude. Vous avez 2 volets, le volet civil, le volet pénal. Pour le civil, quand on a un jugement qui fixe une pension ou une contribution, on le fait signifier par voie d'huissier, il devient exécutoire. Et si notre ex ne paye pas cette contribution ou cette pension, au bout de 2 mois, il suffit d'aller voir l'huissier le plus proche de son domicile et lancer ce qu'on appelle la procédure de paiement direct. On lui remet les documents et en fait, il ira saisir sur les salaires ou sur les éventuelles allocations Pôle emploi du débiteur
la part qui vous est due. C'est pour ça qu'il faut bien un jugement, hein. Pardon Sandra, parce que Ah oui. parfois les gens se séparent sans passer par le juge, Non, s'il y a et pas de donc jugement. l'époux ou l'épouse donne un peu d'argent pour aider. Non, s'il n'y a pas de jugement, il faut vraiment passer par le juge pour avoir un jugement qui fixe la pension. Exactement. Sinon, on ne peut pas passer par le paiement direct. Tout à fait. Alors, on imagine l'option où ce débiteur n'a ni salaire, ni allocation Pôle emploi, mais il a peut-être des comptes bancaires avec des sous dessus. Donc dans ces cas-là, on a la saisie-attribution. On passe toujours par le même système, on va voir son huissier, on lui remet le jugement, la signification, et cet huissier fera les formalités pour aller saisir les sommes qui sont dues directement sur le compte bancaire. Si ces deux options ne marchent pas, il nous reste toujours la voie du recours au Trésor public. Donc là, on écrit au procureur de la République, près le tribunal de grande instance de son lieu de résidence, courrier recommandé, on lui explique la situation, et c'est lui qui enclenchera le recouvrement par la voie du Trésor public. Ça, c'est l'aspect purement civil. Alors on aura tout tenté. Maintenant, il y a quand même un autre volet, le volet pénal. Il faut savoir quand même que le fait de ne pas régler une pension ou une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, c'est susceptible de sanctions pénales. C'est ce qu'on appelle le délit d'abandon de famille. On encourt à ce titre 2 ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. C'est pas anodin quand même. C'est pas anodin. 2 options pour enclencher ce volet pénal. On va soit au commissariat le plus proche de son domicile et on fait un dépôt de plainte. Je rappelle, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, l'officier de police judiciaire qui vous reçoit à ce titre ne peut pas refuser de prendre votre plainte. Il est dans l'obligation de le faire. Même s'il est très occupé, il va insister pour qu'on fasse commissariat. Même pas. Il est obligé de prendre la plainte. Il va essayer d'insister pour qu'on fasse un dépôt de main courante. Ça ne sert strictement à rien. Il faut insister. C'est bien un dépôt de plainte qu'il faut faire dans ce cas de figure-là. Et autre option, c'est la voie de la citation directe en correctionnel par le biais de votre conseil dans ces cas-là où on cite directement le débiteur en correctionnel. On ne récupère pas les sommes qui sont dues au titre des arriérés de pension. À ce titre-là, on va récupérer des dommages et intérêts, mais au moins il y aura sur la tête du débiteur une condamnation, peut-être du sursis, qui va peut-être l'amener à un comportement un peu plus raisonnable. Tout à fait, qui va peut-être le pousser à payer aussi finalement spontanément. Ah bah tiens, tout d'un coup, j'ai finalement... envie de payer. Voilà, donc en tout cas, il y a vraiment de quoi agir. Civilement, donc paiement direct, on prend sur ses salaires, ou les saisies s'il y a un peu d'argent sur les comptes, mais on a quand même toujours un petit peu, ou autre chose que les comptes d'ailleurs aussi peut-être. Et puis la partie pénale, effectivement, qui quand même souvent met la pression un peu sur le débiteur. Hein. Donc vous n'êtes pas... C'était Sandra de Créteil, voilà. Hein, vous n'êtes pas dépourvu du tout de moyens d'agir et d'action, Sandra. Merci beaucoup, Sandra, vous aussi. Hein, c'était une Sandra qui écrivait une Sandra, c'est une certaine logique. On se retrouve très prochainement pour d'autres questions. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Alors, des questions, essayez de les faire un petit peu concrètes et courtes pour qu'on puisse y répondre ici en plateau. Pas des consultations, des questions. www.avocat.net, également pour revoir cette émission qui passe bien sûr à la télé, mais également sur Internet quand vous le souhaitez. Merci beaucoup toutes les trois. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de Avocat. À bientôt.